Oui, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais déjà faire un petit résumé, remercier les intervenants qui peuvent passer sur la chaîne. D'autres passeront dans les semaines et dans les mois à venir en fonction de leur disponibilité. La Confédération paysanne a donné son point de vue, le secrétaire national. Le secrétaire national du MODEF également et la présidente de la coordination rurale également. Certains d'entre eux m'ont déjà relancé pour plusieurs autres interventions, parce que dans une intervention, comme vous le savez, c'est absolument impossible de résumer et même de rentrer dans certains détails, même d'une filière, en un quart d'heure, une demi-heure, une heure ou 2 heures. Hein, c'est très très complexe de concentrer des idées et d'essayer de les faire partager pour les faire comprendre au plus grand nombre. Donc moi, par rapport à ça, ce que je voudrais dire, parce que l'actualité bouge forcément tous les jours et toutes les semaines, c'est tout simplement que aujourd'hui, on avait 80-20, 20% des agriculteurs qui gagnaient moins du SMIC brut. On est plutôt à plus que ça, on est plutôt à 82, 83 aujourd'hui, qui gagnent moins du SMIC brut. Alors, dans ceux qui sont au-dessus du SMIC brut, pour qui ça va encore, il y a des explications. Ça peut être des champenois qui ont une appellation bien reconnue, et heureusement qu'on l'a, et tant mieux. Ça peut être certains grands vignobles également, des vins cotés qui sont pas touchés par la crise, et ces gens-là ont des rémunérations confortables, plus de 2 000 euros, hein, et même plus de 3 000 euros mensuels, hein. Et certains céréaliers, je dis bien toujours le mot certains, où il y a eu le travail de plusieurs générations et les exploitations sont relativement assises parce que ça a été payé par les générations précédentes. Donc les enfants ont hérité d'une partie du travail des parents et des grands-parents. C'est souvent pas à plein amortissement. Il y a une partie capital familial qui est là, foncier et autres, et corps de ferme qui est parfois dans des GFA ou des GFR, qui fait qu'il y a une assise financière qui s'est constituée, mais ça a été le travail de plusieurs générations. On retrouve souvent ça. On peut retrouver aussi des maraîchers, éventuellement au détail, ou des éleveurs, des producteurs de lait qui transforment au détail, qui sont au-dessus du SMIC brut. J'en connais, oui, qui sont au-dessus de 3 000 euros mensuels, de moyenne, même avec amortissement, parce que les amortissements sont raisonnés et les structures sont à taille humaine, et ça dégage du revenu bien au-dessus de la moyenne des paysans. Simplement, c'est minoritaire. Et moi, les informations que je vous donne, elles consistent tout simplement à essayer, j'ai des échanges avec des gens, j'étais il n'y a pas très longtemps avec des gens de l'agroalimentaire, des gens qui ont travaillé dans des grands abattoirs et qui ont donné leur démission, et par les cadences infernales, par la pression au travail, par le toujours plus, c'était pas forcément qu'il n'était pas rémunéré, mais c'était qu'il n'en avait jamais assez de fait. Donc, il travaillait dans des grands groupes industriels bien connus en France, Compignon sur rue, qui sont en situation d'oligopole. Et à travers ces échanges, je demandais, et c'est intéressant, à ces gens qui sont sortis de l'agro-industrie ou qui sont sortis des échanges que j'ai pu avoir avec des gens qui ont revendu des magasins Leclerc, par exemple, hein, qui ont gagné beaucoup d'argent en très peu de temps, 5 à 10 ans. Alors bien sûr, de l'autre côté, ils sont passés maintenant de l'autre côté de la barrière, donc quelque part, ils peuvent parler parce qu'ils font une autre activité, ils ont gagné leur vie, ils sont sortis du réseau. Et moi, mon travail consiste à dire qu'on mériterait de moyenne entre 3 et 4 000 euros mensuels avec amortissement, en tenant compte de la rémunération des capitaux engagés. Ne pas être pendant 20 ans ou 25 ans à se prélever 1 000 euros parce qu'il faut rembourser le corps de ferme ou parce qu'il faut rembourser le foncier. Non. Les acteurs, les deux grands acteurs qui sont autour de nous et que j'ai rencontrés dernièrement, des gens qui sont démissionnaires, qui ont changé, m'ont bien confirmé
qu'il amortissait, alors avant c'était 3 ans, mais entre 5 et 7 ans, qu'il amortissait des chaînes qui coûtent des millions d'euros. Une partie de la chaîne, déjà, quand il la change, elle est provisionnée. Il y en a toute une partie qui est autofinancée. La grande distribution, j'en parle pas. Les rémunérations, c'est, voilà. Ils m'ont bien confirmé ça, bien sûr. Ils veulent rester anonymes, mais il était bien d'accord avec moi et c'est le sens de mes démarches que je fais avec SOS Mère, avec le SAMU social, avec les comptables qui nous aident au SAMU social, si vous êtes intéressé pour payer moins d'MSA, pour l'optimisation fiscale, pour le conseiller retraite qu'on fait travailler, pour les juristes, pour les gens, pour les vendeurs de matériel, des gens qui vendent du matériel, qui se sont mis en relation avec nous, des gens qui font que ça, pas des constructeurs de matériel, des gens qui se sont mis à leur compte, indépendants, et qui achètent uniquement du matériel d'occasion. Le sens de mes actions et de ma vidéo, c'est de dire, est-ce que demain, on peut être intelligent, c'est pour ça que j'avais appelé les trois syndicats opposants, pour avoir une seule revendication, parce qu'on voit bien que sur tous les sujets, on ne sera pas d'accord, mais si on pouvait faire une intersyndicale contre la FNSEA, la France Nouvelle sans exploitants agricoles, qui est un syndicat qui représente l'agro-industrie et l'agroalimentaire, je pourrais vous le redémontrer, mais en échangeant avec ce responsable d'agroalimentaire, il m'expliquait, il m'a bien confirmé que même dans les structures agroalimentaires d'abattoirs, il y a même un bureau d'une filiale de la FNSEA qui est même à l'intérieur de l'abattoir. Pas besoin, j'ai pas besoin de démontrer qu'il y a cogestion et conflit d'intérêts. Ça, je peux le démontrer tous les jours. Je peux faire un débat télé. Il suffit de, quand je prends ma voiture et que je vais sur l'autoroute, je croise des camions de la FNSEA avec ses filiales partout. Il suffit de les suivre et puis vous allez voir où ils atterrissent. Vous allez voir où ils dorment le soir et vous allez voir où sont les sièges s'il n'y a pas conflit d'intérêts. D'accord? Avec nos acheteurs. Il y a conflit d'intérêts du début jusqu'à la fin. Donc on a été trahi totalement, je dirais, surtout à partir des années 60, parce que de 45 aux années 60-65, la FNSEA avait fait du boulot, on va dire. C'était le syndicat unique, mais là après c'est parti, comme dit mon copain Michel, c'est parti à volo. Et donc là, c'est facile de démontrer aujourd'hui que le problème central, c'est le revenu. Et les capitaux qu'on engage, qu'on s'installe sur des fermes plus petites, d'exploitation familiale ou des fermes plus importantes parce qu'elles ont grossi de par nos parents ou le fait qu'il y ait beaucoup d'associés à un moment donné et des fois il y en a moins, ça ne change rien. Il faut mettre un modèle en place. C'est réalisable, bien sûr que c'est réalisable. Hein. Parce qu'il y a un travail énorme à faire dans la chaîne de valeur. Ça m'a bien été confirmé par les gens que j'ai rencontrés, par ne serait-ce que le tertiaire, ne serait-ce que je vais prendre un exemple dans les abattoirs, puisque j'étais avec un haut responsable d'abattoir qui a donné sa démission, rien que les contrôles vétérinaires, le nombre de contrôles qu'il y a de postes vétérinaires, il faut des contrôles, tout à fait normal. Mais là, si vous imaginez-vous le nombre de contrôles qu'ils peuvent avoir à tous les échelons de la chaîne, hein, un gaspillage d'argent phénoménal. Et il est très clair que si on revoit le modèle, les marges des uns et des autres, mais pas que, l'ensemble du modèle qui pèse sur l'agriculteur qui s'est transformé en producteur de minerais. Ils nous considèrent comme des apporteurs de minerais. D'accord? On apporte du minerai. Et eux, après, ils en font des produits élaborés à haute valeur ajoutée. Et c'est assez pratique parce que la facture, on leur a donné. Donc, on va pas se disputer pour fixer les prix. C'est eux qui font la facture. On reçoit la facture. Si on n'est pas d'accord, ben on n'a rien à dire puisque c'est eux qui la rédigent. Et si on proteste, je vous l'ai déjà dit, et je l'ai dit dans de nombreux témoignages comme Brut, tous ceux les journalistes qui sont venus chez moi, je leur ai tous dit qu'ils soient Brut L214. Moi, je reçois tout le monde. Envoyé spécial, quand j'avais eu Élise Lucet, Madame Lucet, je lui avais dit la même chose.
les gens qui ont protesté, ils ont pris la porte. Ça, là, je suis très à l'aise pour témoigner, parce qu'on est encore en train de faire des émissions avec des journalistes, et j'ai toute la misère du monde pour avoir des témoignages, surtout en hors-sol, d'accord? Hein, parce que les gens, ils sont virés, y compris des laiteries, y compris des gens qui appartiennent à des laiteries, qui font les malins sur les plateaux télé en disant, nous les paysans, ils ont retrouvé le sourire. Parce que nous, avec la brique de lait, on paye bien le lait, on rémunère les producteurs. Ces gens-là, ils vont surtout pas venir vous dire sur les antennes ce qu'ils font subir aux producteurs et la pression qu'ils font subir. Le jour où je vais pouvoir arriver sur un plateau à côté de ces gens-là, je vous garantis qu'ils vont manger chaud. Parce que je vais venir avec les documents et je vais les sortir à l'antenne, moi, les documents. Là, je vous garantis qu'ils vont manger chaud. Très, très chaud. Hein, moi, j'ai rien à perdre, hein, dans ce domaine-là. Ce sont des assassins. D'accord? Je pèse mes mots. L'agroalimentaire, ce sont des assassins. Grande distribution, idem. On est bien d'accord. Donc, que se passe-t-il avec ça? Vous m'avez envoyé des articles. Alors, on cherche à détourner le problème. Viticulteurs qui se sont suicidés, vous avez vu passer ça sur les réseaux. Alors, les raisons qui ont poussé Christophe, un viticulteur, à se suicider, victime de l'absurdité du système technocratique, asphyxié par la bureaucratie, victime d'une baisse brutale des ventes de vin de Bordeaux. Il a accepté d'arracher 10 à 15 hectares de pieds de vigne afin de toucher des aides européennes. Mais pour les arracher, il avait besoin d'argent. La banque a refusé de lui prêter cet argent pour financer l'arrachage. Même si le dossier est accepté pour commencer à toucher les aides, il faut les arracher avant. Ah oui, il y a un protocole réglementaire. Pour obtenir cette aide financière, oui, il faut les arracher. Pour obtenir cette aide financière, il y a une aide pour les arracher, il faut commencer par mettre l'argent sur la table. C'est ainsi que ce pauvre homme a été poussé finalement au suicide. Le journal du Sud-Ouest parlait d'hécatombe de vignerons au bord du suicide. Voilà. Alors, c'est totalement faux, hein, que c'est l'absurdité d'un système technocratique fixé par la bureaucratie. Non. Renseignez-vous dans les gens qui sont à leur compte. Renseignez-vous, les infirmières libérales. Renseignez-vous. Moi, j'ai des amis qui ont des sociétés, ils sont paysagistes, avec des salariés, beaucoup de salariés. Renseignez-vous dans le TP. Renseignez-vous dans le bâtiment. Mais les gens, ils ont des secrétaires. Hein, quand vous emmenez votre voiture au garage, regardez, même les petits garages, ils ont des secrétaires. Les centres de contrôle technique, c'est quelque chose que je connais bien parce que je connais plusieurs patrons qui gèrent des centres de contrôle technique. Ils ont des secrétaires. Réfléchissez. Pourquoi on n'a pas de secrétaire? Vous avez compris? Parce qu'on n'a pas de revenus. Alors, tout l'enjeu est de faire diversion. Vous avez vu que la FNSEA recommençait à manifester, hein, pour, soi-disant, l'Assemblée nationale a pas validé la réduction des contraintes phytosanitaires qui pèsent sur nous, les délais de permis de construire. Alors, je dis pas que c'est parfait, hein, que les délais de permis de construire, c'est trop long et tout ça, mais ça, on est d'accord. Mais vous pouvez réduire un permis de construire d'un an ou de 6 mois à 30 jours, ça va pas résoudre le problème du revenu, là. Ça va rien changer, ça. Hein. Dire que c'est bien, non, mais ça va rien changer. Et quant aux produits phytosanitaires, alors faut une règle européenne, évidemment, faut les mêmes partout. Il faut pas laisser venir des produits de l'extérieur qu'on nous interdit à nous, ça, c'est évident. Mais vous pouvez supprimer tous les produits phytosanitaires ou tous les autoriser. C'est pas lié avec le revenu, ça. C'est deux choses totalement différentes. On a des gens qui nous concurrencent, qui utilisent les mêmes molécules que nous, ou qui n'utilisent pas de molécules du tout, et c'est la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Donc, le document que m'a envoyé Ludovic, et je le remercie, du 53, oui, les entrepreneurs agricoles, c'est un des maillons qui va peut-être lâcher dans les premiers avec la paysannerie.
ils sont touchés de plein fouet par les paysans parce qu'on ne peut pas les payer. Ils nous servent de banquiers, c'est malheureux de dire ça, mais ils servent de banquiers. On fait des étalements de paiement parce que les entrepreneurs agricoles, suivant les activités qu'on fait dans nos exploitations, ça représente quand même des sommes relativement importantes, les travaux des cultures, hein. Surtout que, comme il n'y a pas de rentabilité et que quand la main-d'œuvre familiale s'en va, on a grossi les exploitations, on ramène un volume de travail, une productivité par homme ou femme qui a doublé, triplé, multiplié par 10 depuis 30 ou 40 ans. Donc l'exploitant, il peut plus tout gérer. Donc il y en a beaucoup qui délèguent, ce qui n'est pas une mauvaise idée de déléguer aux entrepreneurs. Sauf que comme on n'a pas de rentabilité, on peut pas les payer. Et les entrepreneurs, si vous étiez pas au courant, il y a du suicide chez les paysans, mais il y a du suicide chez les entrepreneurs. Personne n'en parle, ça. Il y en a en Bretagne, je n'avais pas pris le temps de vous le dire, mais il y a un moment que les gars m'ont sonné pour dire parle des entrepreneurs, c'est une catastrophe. Et les entrepreneurs, ils travaillent comme des chiens. Ça travaille jour et nuit. Ça fait des heures à n'en pas finir. Un entrepreneur, c'est très saisonnier. Il n'y a pas de vie de famille, hein. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Alors effectivement, ceux qui font pas de TP, l'hiver, c'est une période, on va dire, plus normale. Mais pendant les saisons, c'est terrible, entrepreneur. Terrible comme métier, parce que c'est la météo qui pilote. Donc il y a tout à faire sur des périodes très courtes. Et justement, dans cet article, hein, il mettait que les clients sont très exigeants, très très tendus, hein, bon, des retards de paiement, voilà, bien sûr, hein. Alors très très tendus, très exigeants, mais oui, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Et s'il y avait de la rentabilité, il devrait y avoir de la main-d'œuvre dans les exploitations. Quand les gens disent on a trop de boulot, les jeunes sont feignants, on trouve pas de personnel, ils veulent pas travailler. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Alors, on a découragé les gens. Oui, les gens baissent les bras. Les gens sont résignés parce qu'il y a trop longtemps que ça dure, hein. Mais dans le bâtiment où ils ont relevé les curseurs, hein, où des gens très rapidement au 1008, 2000, 2002, 2005, 2008, dans le bâtiment, des salariés, ils en trouvent. Si nous, on leur avait donné 2000 € déjà il y a 10, 15 ans à nos salariés, je parle net mensuel, hein, on n'aurait pas d'écouter les gens. Sauf que la réalité, c'est que nos salariés, même s'ils feraient pas 35 heures, parce que dans une exploitation, c'est pas comme à l'usine. Bon, c'est annualisé et on sait très bien que les gens vont pas faire 35 heures. C'est pas les mêmes heures que dans un abattoir à la chaîne. C'est pas comparable. Bon. Mais si on leur donnait 2500 €, croyez-moi qu'on en trouverait. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'on va donner 2500 € et nous, on est sur une carrière, la plupart d'entre nous, autour de 1000, 1500 €. Je parle avec amortissement, toujours. Parce que certains m'envoient des SMS, moi je me prélève 2000 €. Oui, oui, moi aussi. Moi aussi, 3500. Moins mes prêts JA. D'accord? Non, non, mais voilà, faut savoir de quoi on parle. Avec amortissement. D'accord? Donc voilà la situation. Baisse du chiffre d'affaires au niveau national des entrepreneurs de 20%. Certains perdent, et c'est assez courant, jusqu'à 5% des clients, hein. Beaucoup d'agriculteurs partent en double activité, parce qu'ils peuvent plus vivre de leur métier. Vous regardez autour de vous. Beaucoup, beaucoup de gens partent en double activité. Beaucoup de jeunes qui sont mordus du métier, qui se voient pas faire autre chose, hein, s'installent malgré tout, malgré la crise, ou reprennent derrière les parents. Et comme ça passe pas financièrement, eh ben, on en voit maintenant avec des fermes de plus de 100 hectares qui sont double actifs, qui vont travailler d'ailleurs chez les entrepreneurs ou rouler des camions dans la journée, etc., etc. Est-ce que vous voyez où on est rendu dans la connerie? Est-ce que vous imaginez votre garagiste auto, votre plâtrier, votre plombier, votre maçon, aller travailler à l'extérieur et puis travailler à l'extérieur, par exemple, rouler un camion le matin, puis faire du plâtre ou de la mécanique l'après-midi. Vous avez vu ça des fois? Quand on fait un métier, on en vit. Et si on est rendu là, c'est lié uniquement à une politique. Uniquement. C'est une politique qui nous a conduit là, une politique mondialisée,
mais une politique catastrophique européenne. Alors là, c'est sûr, la politique européenne est catastrophique. Ils ont eu aucune vision, ni à moyen terme, ni à long terme, ceci étant, sur les autres continents. Ils sont pas mieux que nous, mais nous, on n'est pas les premiers de la classe, hein, en termes d'exemple. Alors, tout ça conduit à des problèmes importants, le modèle économique mondialisé, la compétition, le stress permanent, le toujours plus. Il y a 10% de la population mondiale qui a des problèmes de santé mentale. 10% de la population mondiale. Hein. Et dans nos pays occidentaux, une personne sur deux, dans sa vie, dans sa carrière professionnelle, fera une dépression ou un burn-out ou des malaises par la pression économique, par la pression au travail, par le toujours plus, par cette hiérarchie où il y a toujours des petits chefs, des sous-chefs, voilà, hein, la lutte des places, etc. Bon, hein. Et parmi tous ces arrêts maladie, en Suisse et en Suède, ils ont fait une unité de mesure et ça coûte 3% du produit intérieur brut en Suisse et en Suède. Vous voyez, la Suède n'est pas dans l'Union européenne, mais ça change rien, hein, parce que l'économie est mondialisée, d'accord, hein. 3% du produit intérieur brut par les arrêts, ça coûte une fortune. Les gens sont malades, ils ont moins de rendement au boulot, faut les remplacer. C'est terrible. Le coût sur la santé, c'est terrible. Explosion des familles, hein. Ça pousse à des divorces quand les gens sont pas bien. Je vous apprends rien. L'impact sur les enfants, on a du mal à mesurer quand les parents sont pas bien mentalement. Et puis après, il y a tous les marqueurs indirects, hein. C'est pas les arrêts de travail, c'est les personnes qui ne veulent plus faire ce métier-là. Hein. Alors, c'est pas que dans l'agricole, c'est les infirmières qui donnent leur démission. C'est les assistantes sociales de la MSA qui n'en peuvent plus par la pression ou par tous les agriculteurs qui côtoient, quand on voit tous les jours des agriculteurs malades, des agriculteurs en détresse, des agriculteurs qui pleurent avec leurs enfants parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur métier. Vous imaginez travailler et ne plus pouvoir vivre de son métier. C'est affreux, affreux. Qu'il y ait des dépôts de bilan, ça a toujours existé. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais les dépôts de bilan, qui peuvent être liés à plusieurs facteurs, quand il y en a un par canton, ça arrive, ou deux, ça peut arriver à tout le monde, ça. Mais là, on parle plus de ça. On parle plus de ça. Là, on est dans des proportions du jamais vu. Je dis bien du jamais vu. Donc, les conséquences, les marqueurs indirects, MSA, les infirmières, les médecins du travail, les gens de la DDTM, les gens qui font les contrôles à SP. Moi, j'ai des gens que je connais qui travaillent à la SP, qui ont donné leur démission. Parce qu'on leur impose des choses, souvent qui viennent de Bruxelles, mais pas que. Hein, et quand il faut qu'il aille faire les contrôles sur le terrain, au bout d'un moment, ils veulent plus le faire. Ils viennent nous contrôler alors qu'on gagne pas d'argent. Ils viennent chercher des petites bêtes, ils ont des rapports à faire, parce qu'ils sont contrôlés, eux, après, par l'Union européenne, hein, et ils savent très bien que les agriculteurs, ils sont dans la misère. Donc les gens pètent les plombs, parce qu'on est dans un système, un modèle financiarisé, qui est absurde, où on finance l'agriculture, hein, les primes PAC sont nettement supérieures à notre revenu. Ça n'a plus aucun sens. Si on prend la viande bovine, le mouton, c'est plus de 100% de subvention, hein. Et la plupart d'entre nous, les éleveurs, qu'on soit laitiers ou autres, vous enlevez les subventions, toutes les subventions, tout le monde est en cessation de paiement. Avec les croisées de données, je l'ai fait avec mon ami Michel Glaise, hein, on arrive à 5% des agriculteurs qui seraient capables de tenir debout en enlevant toutes les subventions. Donc vous voyez que le système, il est absurde. On fait payer, on fait appel à l'État-providence, on vous fait payer avec vos impôts, par des impôts qui viennent par des règles européennes, mais franco-françaises. Idem en Allemagne. Hein. Et après, on dit, c'est pour le consommateur, c'est pour protéger le consommateur, pour le panier de la ménagère, mais c'est pas vrai. Le paysan se suscite, vous voyez le mal-être qu'il y a partout, la pression qu'il y a partout. Tout ça pour arriver à un modèle qui fonctionne pas, qui nous
fait perdre notre souveraineté et qui nous fait perdre nos emplois. On perd nos emplois industriels, on perd notre souveraineté alimentaire. On va bientôt arriver à presque 50% d'importation. Ça va à une vitesse galopante, hein, et il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Pour une simple et unique raison, c'est que le modèle économique ultralibéral, il est en fin de course. Il est mort, le modèle. Mais comme me l'a dit Didier Gadea du MODEF et beaucoup d'autres de mes amis qui me contactent, le modèle capitaliste, vous savez bien que c'est l'argent qui mène le monde. Pour le cacher, ce modèle-là, qui est un échec, qui est en fin de vie, il déclenche des guerres. Et vous voyez les guerres qu'il y a dans le monde. Il y en a toujours. Et ça continue. C'est qu'il est en fin de vie. Et il cache l'échec du modèle économique par des conflits militaires, par des guerres. Mais la réalité, c'est que ce modèle économique du libre-échange, de la libre circulation des biens, des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux ne fonctionne pas. Et ce qui a détruit l'industrie, nos emplois, l'agriculture, c'est la libre circulation des capitaux, qui aurait été encadrée dans le cadre de la charte de la Havane qui s'appelait l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. C'est ce modèle-là qui était le moins mauvais, parce qu'il encadrait la circulation des capitaux. C'est le grand patronat, les industriels, qui dictent le monde. Je vous invite à lire le livre Le choix du chômage. Pourquoi il y a de l'immigration? Tout ça, c'est commandité. C'est commandité par les 1% les plus puissants, comme le dit souvent Étienne Chouard. Donc c'est ça la réalité des choses. Il est là le problème, il est sur le modèle. Alors après, on va faire diversion. Vous avez vu que des gens essayent de faire diversion, comme la FNSEA, en parlant un jour du loup, un jour... Alors, j'en parlerai du loup, c'est un vrai sujet. Les dégâts des sangliers, c'est des vrais sujets. J'ai des gars qui ont des pertes énormes avec les dégâts des gibiers, mais c'est pas des pertes énormes chez 400 000 agriculteurs. Là, le modèle économique, il a un impact sur l'ensemble des paysans. Il a un impact, le modèle économique de la libre circulation des capitaux, il a un impact aujourd'hui sur 850 millions de paysans dans le monde. Que les sangliers, ils n'ont pas un impact sur 850 millions de paysans. Vous voyez ce que je veux dire? La proportion, elle n'est pas du tout la même. C'est le modèle économique qui dirige tout et qui, derrière, fait les dégâts que vous connaissez. Donc aujourd'hui, que faut-il faire? Faut continuer de communiquer, revenir le plus possible vers des fermes à taille familiale, essayer au maximum de reprendre sa facture quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. C'est parfois compliqué, surtout quand on a investi, hein. Et le mot de la fin que je voudrais vous dire, parce que le débat continue, faut continuer de se battre, faut essayer de rester indépendant, faut essayer de rester indépendant, essayer de tenir, parce que souvent on parle plus de gagner de l'argent, on parle d'essayer de tenir nos outils dans un modèle qui s'effondre, avec des changements très brutaux, comme la hausse, par exemple, que vous voyez actuellement des prix des bovins de carcasse, ou les hausses qu'il y a eu du prix du lait, qui ne veulent mais absolument rien dire, parce que tout est démesuré. Le coût de la construction est démesuré, le coût des tracteurs est démesuré, le coût des pièces est démesuré. Donc lorsqu'on parle avec amortissement, on s'aperçoit que il se fait plus de bâtiments neufs, vous avez qu'à regarder. Ceux qui vous expliquent que ça marche bien, parce que ça se vend bien et que ça se vend cher, prenez-les au mot, ces gens-là. Demandez-leur de faire un bâtiment neuf. Et avec les prix actuels, vous allez voir s'ils sont capables de l'amortir. Je vous l'ai dit, les industriels de la grande distribution, 5 à 7 ans, parfois 3 ans. Essayez-vous d'amortir votre corps de ferme sur 5 à 7 ans, de payer toute la structure neuve. C'est de ça qu'on parle dans les acteurs autour de chez nous. Et pour vous dire, et je terminerai là-dessus, que le modèle capitaliste poussé par les USA, par les anglo-saxons, poussé par les Anglais, ça a été les années Thatcher, Reagan, et puis ça a continué depuis, que ce modèle-là, qui était soi-disant le meilleur, lorsqu'il y a eu l'attaque des tours jumelles en 2001,
Hein. Pour relancer l'économie américaine, ils ont injecté 3% du produit intérieur brut des États-Unis pour relancer la machine. Parce que ça avait donné une déflagration sur l'économie mondiale, les accidents des tours jumelles. En 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, ils ont réinjecté 12% du produit intérieur brut des États-Unis. Vous voyez? 3, 12. Et là, quand il y a eu la crise, là, le Covid a tout caché. Hein, ils ont fait ça pour cacher l'échec du modèle capitaliste. En 2020, 36% du produit intérieur brut américain qui l'ont réinjecté pour tenir l'industrie américaine tant bien que mal. Vous voyez bien que le système va dans le mur. Vous le voyez bien. Nous, plus près en Europe, en 90, il y a eu un effondrement économique en Suède qui s'est redressé depuis. Il y en a eu un en Allemagne en 2000, 10 ans après, quand ils ont ravalé l'Allemagne de l'Est. Personne n'en a parlé, ça. Il y a eu en 2010 la Grèce, tous les 10 ans. Et en 2020, et ils ont sorti le Covid. La planche à billets, Monsieur Bruno Le Maire, le quoi qu'il en coûte. Ce modèle est en fin de vie et ils vont tout faire pour le cacher. Et les gens qui sont sur les plateaux télé, ils vont pas tenir le discours que je tiens. Tous ceux qui sont invités sur les plateaux télé, ils vont tout faire pour protéger le modèle désastreux de fonctionnement de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'après, que sortir de l'Union européenne résoudra tous les problèmes, mais le fonctionnement de l'Union européenne est désastreux. Je dis bien désastreux. Pour nos économies à nous. Complètement désastreux. Avec la parité euro-dollar, euro-yuan et yen. Désastreux. Donc, il y a un autre modèle à mettre en place où on peut faire un partenariat avec un groupe de pays, avec l'euro ou sans l'euro, voilà. Et on repart sur un modèle de coopération. Seul, on peut pas. On n'a pas les moyens. Mais avec un groupe de pays, on peut repartir sur un modèle type de l'OIC, hein, désobéir aux traités, bien entendu, puisque il y en a qui le font. Certains disent c'est pas possible, mais si c'est possible. Ça se fait tous les mois, désobéir aux traités. Les exemples, on en a des dizaines et des dizaines. Hein, et chaque pays défend son bout de gras. Vous avez vu Mélanie, elle a été essayée de négocier avec Trump parce que 10% des exportations italiennes vont vers les États-Unis. Donc elle va pas se fâcher avec le président américain. Elle va pas flinguer son industrie. Elle a raison. Elle défend les intérêts de son pays. Mais elle va pas se fâcher non plus avec l'Union européenne, Ursula von der Leyen, parce que les Italiens ont obtenu 200 milliards d'euros de la BCE pour relancer l'économie italienne. Donc vous voyez où sont les enjeux. C'était pas la sépulture du pape qui les préoccupait. C'était la finance mondialisée. C'était pas la sépulture du pape qui les préoccupait. C'était la finance mondialisée. L'argent roi. L'argent va finir par détruire l'humanité. Et moi, je pense que ça évoluera parce que chacun campe sur ses positions. Tout le monde va avoir raison. Syndicats, partis politiques, tout ça. Il y aura un changement. Il viendra par une catastrophe, par un fait majeur, boursier ou climatique. Un fait majeur. Et là, il n'y aura plus de droite, plus de gauche. Tout le monde sera obligé de se mettre au pied du mur. Un fait majeur, climatique ou économique, un effondrement. C'est à peu près sûr que c'est comme ça que ça va se terminer. Parce que personne ne veut remettre en cause le système. Tout le monde essaye de tirer les draps, hein, et d'en vivre le mieux possible sur le dos du voisin, évidemment. Sur le dos du voisin. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt.